Et là, je me disais, bah, en fait, voilà, ils l'ont en eux, on l'a tous en nous, parce qu'on a tous baigné dans cette musique, en fait. Ça serait forcément pas la même chose avec de l'allemand. Je pourrais pas avoir les mêmes points de contact avec les gens. Là, l'anglais, on a tous baigné Hmm. dans le top 50 qui est anglophone pas à 100%, parce que de temps en temps, on a un petit Roi-Tinta avec Porquete Basse, mais voilà, à part trois chansons italiennes et une chanson espagnole et une chanson allemande avec Na 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 de Stuffelballon, t'as pas grand-chose quand même. Le reste, c'est quand même de l'anglais. Donc, je me suis dit, bah finalement, le pari, c'est on l'a tous infusé, on l'a tous en nous, comme moi je l'ai eu, et ça va être facile à transmettre. Bienvenue sur Terra Incognita, le podcast qui explore et qui explique la complexité du monde. Salut à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous accueillir sur ce 11e épisode de Terra Incognita, un podcast dans l'univers de Terra Typique, avec lequel je vous propose de voyager ensemble à la découverte de concepts peu ou mal explorés dans notre paysage médiatique. Et aujourd'hui, on embarque pour une terre que nous avons tous et toutes, ou presque, arpentée. Souvent à contre-cœur, parfois entraînant des pieds, rarement avec plaisir, on va pas se mentir, et très souvent sans succès, le royaume mystérieux de l'apprentissage de l'anglais. Ah, l'anglais, cette langue omniprésente dans nos séries, nos chansons, nos outils professionnels, nos process. Et pourtant, seulement 39% des Français déclarent pouvoir tenir une conversation dans cette langue, bien loin derrière nos voisins européens. Pourquoi un tel décalage, surtout dans un pays aussi attaché à son système éducatif ? Pourquoi l'apprentissage des langues étrangères, et de l'anglais en particulier, semble-t-il être notre bête noire nationale ? Ce questionnement en dit long sur notre rapport à l'éducation, à la pédagogie, à l'erreur et même à la créativité. Je les ai vécus, moi, ces cours d'anglais, et par chance, j'ai eu notamment 2 professeurs incroyables qui m'ont donné envie de m'intéresser. Mrs. Robson et Madame Thébault, si vous passez par là, je vous embrasse. Et puis, jeune, je jouais à des jeux vidéo, parfois craqués, on va pas se mentir, dont la traduction n'était pas toujours hyper méga top moumoute. Forcément, ça me donnait un intérêt pragmatique à maîtriser un petit peu l'anglais aussi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Pourquoi certaines personnes sont-elles autant bloquées au sujet de l'anglais ? Pour nous guider dans cette exploration, j'ai invité une aventurière du langage. Elle a quitté les sentiers battus de l'éducation nationale pour fonder la méthode French, un projet entrepreneurial qui bouscule les codes de l'enseignement de l'anglais. Son approche ? Sensorielle, musicale et vivante, à 1000 lieues des listes de verbes irréguliers récités sur un ton monocorde. Elle est pétillante, enthousiaste, créative et incarne cette nouvelle mouvance de pédagogues qui remettent le plaisir et l'humain au cœur de l'apprentissage. C'est donc avec un immense plaisir que je vous invite à embarquer avec Jeanne Lesbord, une voix singulière dans le monde de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Bonjour Jeanne, comment vas-tu ? Bonjour! Eh ben, écoute, je suis toute émue de cette petite introduction. Mais ça va très bien. Il fait beau, il fait chaud. C'est déjà toutes les conditions qui sont réunies pour que ça aille très bien. Alors, est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs et nos auditrices, te présenter un petit peu, nous dire d'où tu viens, quel a été ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouh, alors d'où je viens, quel a été mon parcours? On pourrait y passer une heure. Parce que je crois que j'ai un parcours qui n'est pas très linéaire et pas très et qui est un peu atypique, mais comme beaucoup de parcours. Moi, j'ai commencé en tant que j'ai fait mes études d'ingénierie. Donc, j'ai commencé, je suis ingénieure en biotechnologie de formation et j'ai bifurqué vers la recherche parce que c'était mon challenge et ce que j'avais envie de faire de mon héritage familial. Mon père étant médecin, moi, j'avais envie de faire encore mieux. J'avais envie de trouver des thérapies des thérapies innovantes pour des maladies qu'on n'avait pas encore. Donc, je me suis orientée vers la recherche. J'ai fait un DEA, une thèse, postdoc, deuxième postdoc. Et puis, j'ai décidé, là, à cause de mes contraintes familiales, d'abandonner le monde de la recherche sans aucun regret, après avoir vécu des choses absolument incroyables, pour me tourner vers le monde de l'enseignement.
Et à ce moment-là, comme j'avais beaucoup de possibilités et que j'avais du mal à choisir entre l'anglais, les maths, la biologie, la physique, parce que j'avais quand même un bagage scientifique très très solide, bah, j'ai décidé de faire prof des écoles, comme ça j'avais pas à choisir, je pouvais tout faire. Je pouvais faire à la fois du français, du chant, du sport, des maths, de la bio, et j'ai trouvé ça formidable. Donc, j'ai passé les concours, j'ai été en classe, j'ai été, je sais pas combien, 6 ans, 7 ans, 8 ans en classe. Et puis là, j'avoue que c'est pas du tout l'école et la relation aux élèves qui m'a usée. Ça, c'est un boost et un bonheur permanent. Non, c'est plutôt le cadre de l'éducation nationale qui m'a un peu saoulée, un peu limitée dans mes appétits, dans mes envies de faire, parce qu'on oublie que, il y a des heures, les 105 heures qu'il faut se fader, en dehors du temps de classe, elles sont très, très, très pénibles. Et puis, c'était le moment de la réforme où, tu avais cours le samedi matin, le mercredi matin, bon, c'était un joyeux bordel, et ça m'a saoulée par contre. Ça Mm. m'a vraiment saoulée, donc voilà. Donc j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même, d'arrêter ce genre de choses. Surtout que j'ai eu un petit déclic quand même où ma fille m'a dit, «Mais maman, tu fais toujours plein de trucs avec tes élèves et tu les fais jamais avec nous». Oups! Oups! Et moi je suis vraiment à 100 en fait. Quand j'étais avec mes souris, j'étais à 100 avec mes souris. Après, j'étais avec 100 avec mes élèves. Je fais partie des gens, et c'est triste à dire, mais je fais partie des gens qui amènent mes enfants malades à l'école. Quand eux sont malades, ils vont pas à l'école, mais ils vont dans ma classe. Parce que moi, je peux pas rater une journée de cours. C'est pas Ouais, possible, c'est ouais. pas probable. Donc voilà, donc tout ça, ça a eu ses limites. Mais ça a eu ses limites en termes aussi de système, parce que en fait, je suis arrivée donc tard dans le système, et du coup, j'étais volante, j'avais pas de poste définitif, donc les transports, les trucs, les machins, bon bref, tout ça, c'était un petit peu pénible. Donc j'ai décidé de me mettre à mon compte, et en fait, là, j'avais deux domaines de prédilection, les mathématiques et l'anglais. Les mathématiques, pareil, héritage parental. Ma mère est prof de maths. J'ai toujours, moi, été très, on va dire, à l'aise dans la matière. Et j'ai toujours eu le goût de l'enseigner et de le transmettre. Donc ça a été mon premier, quand je me suis installée à mon compte, ça a été mon premier truc. Mais j'avoue que les maths, c'est très structurant, très carré, très... euh, ça laisse pas beaucoup de place à l'imagination, en fait. Alors, en parallèle de ça, mes élèves, au fur et à mesure, parce qu'ils connaissaient, ils voyaient, en fait, moi, je suis en cours comme je suis dans la vraie vie, en fait, hein. Je triche pas, je mets pas un masque, je suis pas un personnage, je suis comme ça dans la vraie vie. Donc, avec mes élèves, par exemple, même en classe, on écoutait déjà des chansons, on faisait de l'anglais, bien évidemment. On faisait des chansons. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, donc je l'ai transmis tout de suite. Et puis, finalement, même à mes élèves qui faisaient des maths, au fur et à mesure, ils m'ont demandé de l'anglais. Et c'est là où, finalement, je me suis dit, mais... Euh, pourquoi pas, je ne m'adresse pas du tout au même public. Je quitte les collégiens, les lycéens pour trouver finalement des adultes euh, qui ont besoin d'être formés, mais finalement, ils ont tous en commun que avec la musique, je les attrape tous. Je les attrape, je les amène dans mon monde, où on s'amène dans un monde en commun. Et tout d'un coup, il se passe complètement autre chose dans les apprentissages, en fait. Et voilà, c'est ça qui m'a poussée à développer encore plus l'anglais, encore plus de cette façon, donc avec la béquille de la chanson, comme moyen d'apprentissage, comme moyen de mémorisation, comme source de problèmes intellectuels aussi, quand on a des parallèles dans les paroles, quand on ne comprend pas les paroles, quand plein de choses. Et au final, voilà, j'ai décidé d'axer plus ma communication sur LinkedIn et sur mon site là-dessus, sur donc l'apprentissage de l'anglais, que moi, je fais beaucoup.
avec de la chanson, mais pas que pour l'apprentissage, en fait. Je le mets aussi pour la mise en condition, le mood, les changements d'humeur, les moments de rigolade, les moments où on doit se détendre physiquement, où on doit bouger et arrêter d'être assis pendant 2 heures. C'est pour moi un vecteur de répétition, de plaisir, de connivence, une source inépuisable d'inspiration. Euh, et voilà. Et c'est ce que je mets le plus en avant aujourd'hui, avec des publics hyper variés, parce que du coup, j'ai à la fois des individus qui viennent se charger, par exemple, avec leur compte CPF ou autres, qui ont des buts précis. Par exemple, arrêter d'être débutant, pouvoir tenir une conversation, comme tu l'as très bien dit, se préparer à un voyage, préparer un examen spécifique, par exemple le TOEIC ou un autre examen. Donc, j'ai cette partie-là. J'ai un petit peu la partie entreprise avec des demandes un peu plus spécifiques sur l'anglais business. J'ai un collaborateur qui arrive des États-Unis. Mes équipes ne sont pas prêtes, elles ne savent pas communiquer avec lui en anglais. Il arrive dans 15 jours, il faut qu'on le mette à l'aise, par exemple. Et je vais avoir aussi les universités qui vont me demander de créer des modules de toutes pièces. Alors ça peut être en anglais écrit, ça peut être pour la préparation, le passage du TOEIC, et ça peut être ça a été pour l'anglais scientifique, par exemple. Ça a lié mes deux compétences, donc c'était plutôt sympa cette expérience. Mais j'ai aussi des boîtes qui viennent me dire, par exemple, j'ai travaillé avec une boîte de VTC où mes chauffeurs doivent maintenant parler anglais. Est-ce que tu peux me faire un module de 6 heures pour préparer le concours? Des boîtes à concours qui me disent, voilà, on voudrait que nos élèves en 12 heures, ils aient les maximum de chances de passer ce concours. Est-ce que vous pouvez me créer une formation pour ça? Voilà. Donc, j'avoue que je ne suis pas très monotache. J'aime dire que je fais du sur-mesure parce que, en fait, je retravaille, je réinvente tout à chaque fois. Alors, j'améliore, je peaufine, je crée, je m'inspire de nouveautés, de nouvelles choses. Mais voilà, j'ai un panel un petit peu large. On va y revenir là sur la chanson et cette méthode bien à toi que tu as créée, peaufinée, et que tu diffuses d'enseigner l'anglais. Après, je me pose quand même une question parce que tu as été un petit peu évasive là-dessus dans ta présentation. Euh, Comment est-ce que tu es arrivé sur l'anglais? Tu nous dis que tu as, un cursus scientifique, papa médecin, maman prof de maths. Tu fais des études en bio, tu vas dans la recherche, et puis tu dis, ouais, puis là, je pars sur l'enseignement, et j'ai le choix, soit je suis dans les sciences, soit je suis dans l'anglais. Mais d'où il sort cet anglais? D'où Le il vient? top 50, bébé! Le top 50, j'ai tout appris grâce au top 50. C'est vraiment dans l'histoire, en fait, dans l'apprentissage. Moi, mes parents, ils parlent pas du tout anglais, hein, c'est des quiches en anglais. Mes parents, ils sont plus sur l'espagnol. Et ma mère, elle m'a ouvert les oreilles avec l'espagnol. Elle m'a appris à chanter très, très jeune. Je chantais des petites comptines en espagnol. Et ça m'a juste ouvert les oreilles, mais pas du tout sur l'anglais. Je pense que ça m'a juste ouvert les oreilles sur les sons et la justesse de la reproduction quand tu parles. Une langue qui n'est pas la tienne a priori. Voilà, ça m'a ouvert là-dessus. Après, c'est la connivence avec mon grand frère qui a 6 ans de plus que moi. Et les moments de partage qu'on avait ensemble, c'est les moments où on écoutait la musique. Il faut savoir que moi, j'ai vécu en Afrique en plus, donc je n'avais pas tout à disposition comme, j'allais dire, comme tout un chacun en France à ce moment-là. Donc, on se faisait des cassettes l'été, on avait des cassettes, et puis après, on les écoutait 3 milliards de fois. Donc, la répétition, wesh, c'est un très bon vecteur d'apprentissage. Et puis, du coup, voilà, de ces moments de complicité, pour moi, c'est devenu très naturel, en fait, de répéter, de chanter, de chanter avec le bon phrasé, le bon rythmé, le plus d'intonation possible, mais je ne comprenais
strictement que dalle. C'est normal. C'est comme ça qu'on apprend une langue, en fait. Et tu parlais un peu de pédagogie et de ce qui se passe en classe. En classe, tu arrives en sixième, premier jour, t'écris de l'anglais. Mais d'où? D'où tu commences à apprendre une langue en écrivant? C'est pas comme ça que tu as appris le français. On t'a pas collé un stylo et un papier dans ton berceau pour que tu écrives. C'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, du coup, ben, moi, j'ai eu la chance que ça ne soit pas du tout passé comme ça. Moi, j'ai fait mon oreille, j'ai baragouiné, j'ai stocké des milliards de paroles dans ma tête, parce que j'ai même dit, bon, c'était avant que je crée la méthode French, à un moment, je me suis dit, mais si seulement je pouvais faire reset, tu vois, et m'enlever tout ça qui m'encombre pour rien, parce que ça ne sert pas dans la vie de tous les jours. Mais non, bien sûr que non, Jeanne. On va en faire quelque chose. Et voilà. Donc moi, j'avais mon stock de vocabulaire, de phrasés, de tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu des déclics. Alors, il y a eu des déclics, le déclic, le moment Eureka qu'on n'attend jamais, bien évidemment. En classe, un jour, tu n'écoutes pas plus que ça parce que tu trouves ça très chiant par rapport au top 50. Mais tu as un flash que tu entends et tout d'un coup, ça fait du sens. En fait, tu découpes tes mots, il y a le sens. Et là, tu as le moment Eureka où tu dis, oh, en fait, ça voulait dire des trucs. Et là, voilà, là, tu te lances à corps perdu dans ce qui, à l'époque, et alors je vais passer pour une has-been, mais je m'en fous, c'est la vraie vie, c'est la vraie vérité. À l'époque, c'était pépite de trouver des paroles d'un CD, d'un album. C'était pas monnaie courante. Tu cliquais Mhm. pas sur Spotify pour trouver les paroles, tu vois. Enfin, fallait de la recherche, fallait de la Ouais. persévérance, fallait des sous. Parce que j'en ai fait des trucs pour avoir de l'argent de poche pour m'acheter des pochettes de CD. Faut pas croire. Et voilà, et peut-être que ça avait un côté magique aussi et que ça avait un côté précieux parce que c'était rare. Et moi, je me suis complètement engouffrée là-dedans. Et ce qui fait que finalement, j'ai bossé l'anglais de façon très personnelle, mais vraiment, hein, avec le top 50. Aujourd'hui, je peux dire, je connais toutes les chansons du top 50 des années, surtout des années 80, vraiment les années 80 sur le bout des doigts. Je réfléchis pas, mais voilà, parce que je les ai écoutées des milliards et des milliards de fois. Sauf que finalement, je pense que j'ai eu l'envie d'aller un cran au-delà et de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, d'en retenir des choses et après d'essayer de l'appliquer dans mon anglais scolaire qui n'était pas très très fun. Moi, j'essayais déjà de glisser des paroles de chansons, de m'emparer des structures et de les répéter. Et c'est pour ça que la grammaire me paraissait facile et abordable parce qu'en fait, j'étais baignée dedans et infusée, elle était là. Et quand j'avais une règle qui n'allait pas, et c'est comme ça aussi que le déclic s'est fait avec les adultes plus, quand ils comprenaient pas une règle, moi, il suffisait que je fredonne l'intro d'une chanson et hop, ça leur venait directement. Et là, je me disais, bah, en fait, voilà, ils l'ont en eux, on l'a tous en nous, parce qu'on a tous baigné dans cette musique, en fait. Ça serait forcément pas la même chose avec de l'allemand. Je pourrais pas avoir les mêmes points de contact avec les gens. Là, l'anglais, on a tous baigné Mhm. dans le top 50 qui est anglophone pas à 100%, parce que de temps en temps, on a un petit Juanita avec Porquete Bass, mais voilà, à part trois chansons italiennes et une chanson espagnole et une chanson allemande avec Nanana de Stuffelballon, t'as pas grand-chose quand même. Le reste, c'est quand même de l'anglais. Donc, je me suis dit, bah, finalement, le pari, c'est on l'a tous infusé, on l'a tous en nous, comme moi je l'ai eu. Et ça va être facile à transmettre. Et après, moi, quand j'ai fait mes choix, ben, comme j'avais ça qui était en moi depuis toujours, quand j'ai fait ma partie scientifique, dans ma partie scientifique, il y avait quand même de l'anglais dedans. Il y avait présenté ces résultats dans des congrès internationaux, il y avait rédigé des articles en anglais. Je dis pas que j'étais parfaite, j'étais loin d'être parfaite, puisque le top 50 ne permet pas non plus à ses limites. Mais au moins, j'avais la communication facile et j'avais l'anglais facile. Et puis après, ben, je me suis rendu compte que avec les maths, le goût de transmettre, bon, ça c'était facile.
Et en fait, c'est les élèves qui venaient me chercher au fur et à mesure. C'est eux qui sont venus me chercher, en fait, en me disant ah, mais moi, là, je galère, je comprends pas ça en anglais. En fait, quelque part, eux, ils ont eu l'intuition de me dire si tu es capable de me mettre en confiance comme ça et de m'expliquer comme ça un truc qui est aussi difficile que les mathématiques, j'ai confiance en toi pour, pour le faire en anglais. Ce qui, au départ, n'était pas forcément intuitif. Mais en fait, c'est eux qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit Mm. si, 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 puis au fur et à mesure. Et ça, c'est la vraie vie, en fait. C'est vraiment ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, ce sont leurs parents qui sont venus me voir en disant ah, mais là, ça se passe hyper bien avec lui sur les maths, sur l'anglais. Moi aussi, je voudrais des cours d'anglais parce que j'ai plus la confiance et tout. Puis lui, si mon ado me dit que ça se passe bien avec vous, ça veut dire que ça se passe bien. OK? Et donc, en fait, voilà ce qui s'est passé dans le vrai enchaînement des choses. C'est, il y a eu l'enseignement de l'anglais, il y a eu l'infusion, mon côté perso. Il y a le fait que moi, j'ai transmis et j'ai rodé pour les élémentaires, pour le faire à des tout petits, que ce soit grande section maternelle, primaire. Et puis, en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des grandes composantes qui revenaient tout le temps pour tout le monde avec ce stress qu'on a et les traumas qu'on traîne de l'anglais à l'école. Et qu'en fait, finalement, ma façon d'aborder les choses, ma façon de dédramatiser, ma façon de le faire en musique, au fur et à mesure, ben, les ados étaient conquis, les parents étaient conquis. Puis en fait, c'est eux qui m'ont poussé vraiment à dire bah, moi, je voudrais des formations là-dessus, je prépare un voyage, je veux faire de la conversation, ok, d'accord. Et puis en fait, après, c'est eux qui m'ont dit oui, mais moi, je voudrais utiliser mon CPF, donc du coup, comment on fait? Ah, bah, du coup, j'ai dû me renseigner à l'époque pour savoir comment on faisait pour être sur une plateforme. Et donc, tu vois, je suis passée un cran au-dessus en termes de compétences. Et puis, du coup, après, il fallait non seulement être certificateur, mais passer le Calliope. Donc, je suis encore passée un cran au-dessus en termes de compétences administratives et tout ça. Et puis, en fait, finalement, l'un dans l'autre, je me suis dit, mais oui, tout ça peut coexister. Je sais que c'est difficile à faire passer comme message que quand on a plusieurs cordes à son arc, qu'on peut être bien dans les différentes disciplines. Alors, moi, c'est ce qui se passe au quotidien. Après, j'ai choisi pour la communication de pas trop bouiller les pistes et de moins parler de l'anglais, pardon, de moins parler des maths, comme quoi, de moins parler des maths sur ma communication LinkedIn ou autre. Mais ça, le bouche à oreille se fait finalement tout seul au fur et à mesure. Voilà. Ouais, puis les maths, c'est ce que je me suis noté là, les maths, c'est niche en fait, hein, c'est arrivé à l'âge adulte. Non, il n'y a plus. Alors là, clairement, moi, les maths, c'est jusqu'en terminale. Le gros point de douleur, Mhm. c'est passer le bac. En fait, c'est le Ouais, moment où toi, tes relations avec ton ado sont telles que même si tu as la connaissance, ça ne se passe pas bien à la maison quand tu veux le faire bosser. clairement. Et là, je suis passée par là aussi, hein, et moi, bah, moi, j'ai 4 enfants à la maison, hein, donc j'ai dû changer de posture et arrêter d'être la maman pour être la prof. Et donc, c'est très difficile à faire. Mhm. Donc, là, le discours pour les parents, il n'y a aucun problème. C'est arrêtez de vous prendre la tête, confiez-le-moi, ça va bien se passer. Et on va mettre en place un espace sécurisé, sécurisant, dans lequel vous allez plus prendre la tête. On va peut-être dédramatiser ce qui se passe en classe parce qu'il se passe des drôles de choses en classe. Et comme ça, nous, on va mettre en place des nouvelles façons de fonctionner avec beaucoup d'applications et beaucoup d'interactions. Et finalement, le fait de dire avec très peu, je vais vous faire faire beaucoup d'applications et beaucoup d'interactions et beaucoup pratiquer, ça, par contre, ça reste vrai en anglais. Moi, je ne suis pas pour des tonnes de théorie, je suis pour de la tonne de pratique. La théorie, c'est intéressant, bien évidemment, mais le but, c'est avoir peu de théorie et avec la peu de théorie, faire beaucoup de pratique. Ouais, oui, clairement. Sécurisé. Mhm. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ok, mais ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, hein, les maths, en effet, hein, passer le bac, soit t'as la fibre, il y a quelque chose qui est venu et voilà, tu te dis, ok, je vais en faire quelque chose. Alors, soit je vais en faire quelque chose, soit en tout cas, ça sera
présent quelque part dans ma vie, dans ma conception du monde. Moi, je l'ai, hein, cette fibre mathématique. Je fais pas grand-chose en rapport direct avec les maths, mais ça vient dans mon regard, tu vois. Voilà, c'est un cadre, ça structure. Tu sais que tu dois. Enfin, moi, mon esprit mathématique, il me suit toujours sur. Enfin, je suis désolée, mais hypothèse, théorème, conclusion. Je pars pas avec une conclusion pour après expliquer pourquoi je fais les choses. C'est Mm. l'inverse. J'ai mes hypothèses, je travaille et derrière, je donne mes conclusions. Ça, c'est quelque chose de reproductible. Après, c'est vrai que j'ai très peu de demandes des adultes, j'en ai, pour préparer des concours en général. Ouais. Donc, préparer des concours où on a un besoin d'un certain niveau de mathématiques, par exemple. Mais quand on est adulte, on a du mal à s'y remettre. Et là, c'est pareil. En fait, finalement, euh, ce qui se passe dans ma façon d'être, telle que toi, tu me vois là, et encore une fois, je joue pas un jeu, je suis comme ça dans la vraie vie, c'est que finalement, avec mon jean pourri et mes baskets et mes t-shirts, je rassure. Je rassure et je dis oui, c'est abordable, c'est accessible, c'est facile et on va y arriver ensemble parce que c'est facile. Voilà, on va juste prendre le temps d'expliquer, de voir. Et mon job à moi, c'est de décortiquer, c'est de rendre les choses faciles. Voilà, moi, mon art, c'est la simplexité. Voilà, ça, c'est là où j'excelle. Mais c'est pareil, ça s'est nourri de tout mon parcours. En fait, quand j'étais en thèse et que je travaillais sur du génie biomoléculaire et de la thérapie génique, on me demandait d'expliquer mon sujet de thèse à des élèves de quatrième. Forcément, tu es obligé de simplifier, de trouver des analogies, tu n'expliques pas ton sujet de thèse de la même façon à des élèves de quatrième, à des équipes d'animaliers qui s'occupent de tes souris, à tes pairs en congrès scientifique ou à tes financeurs. Tu dis pas la même chose. Donc, finalement, tout ce parcours qui paraît un peu bordélique. Non, en fait, chaque élément m'a apporté quelque chose qui a structuré l'élément d'après. Et finalement, euh, tout se tient après coup. C'est juste une histoire, voilà, d'opportunité. Moi, je me suis pas pris la tête. C'était une histoire d'opportunité, une histoire aussi d'agacement, parce que je suis une râleuse, mais quand ça me va pas, je me bats pas contre des moulins à vent. Quand ça me va pas, je m'en vais et je vais créer les conditions qui me vont, en fait. Donc, chaque discipline m'a appris des choses et chaque chose est en moi, rayonne en moi. Le fait de savoir expliquer à un élève de 6 ans me permet de changer de posture quand des adultes ont des blocages. Il faut faire appel à leur enfant intérieur de 6 ans. Enfin, c'est leur enfant intérieur de 6 ans qui est bloqué en général, hein. Bon, oui. Donc, en fait, le fait de savoir passer de l'un à l'autre et le savoir de changer de posture aussi, parce que le fait d'avoir été confronté à autant de publics, euh, m'a permis aussi d'adapter complètement mes postures. Et autant je te dis, je suis pas là, je suis entière, je suis moi quand je suis en formation, quoi qu'il arrive, autant je sais m'adapter. Et autant, par exemple, face à un élève autiste, je suis pas du tout aussi rebondissante que je peux être là intuitivement. Alors, des fois, les choses se font de façon très intuitive, mais je baisse mon niveau d'énergie, je me canalise, je parle doucement, je parle différemment. Et en fonction, bah, je m'emballe comme là. Et quand je suis passionnée, ça parle, je suis un moulin à parole. Et voilà. Et Ouais, en bah, fonction de qui j'ai en face aussi, est-ce que la personne rebondit, ne rebondit pas? Est-ce que je la vois qui est en train d'absorber, de comprendre, ou est-ce que je la vois qui est complètement bloquée et qui comprend rien du tout à ce que je dis? Ben, je m'adapte. Et de la même façon, je fais pas forcément mes cours 100% en anglais. mm. Ouais, je passe par le français pour qu'il y ait de la clarté et pour pas rajouter à au stress de ne pas comprendre, le fait de pas comprendre. Donc, du coup, on va dire,
Ok, au début, si vous voulez, on s'affranchit de la barrière de la langue. Je vous explique tranquillement en français. On fait des allers-retours français-anglais, français-anglais. On détermine un niveau de correction qui paraît correct pour avoir de la conversation, avoir de la fluidité. Et au fur et à mesure, en général, c'est les élèves qui basculent tout seuls dans le j'ai plus besoin de me rassurer en français et j'y vais. Et j'enchaîne, et j'enchaîne, et j'enchaîne. Et on arrive à du 100% anglais. Mais encore une fois, ça dépend du point de départ et du but qu'on a en tête. Ouais, c'est vachement important, je trouve, ce que tu dis là. Notamment en tant qu'adulte, hein, je pense, quand tu dois retourner sur une posture d'apprenant que tu as quitté depuis un certain temps, qui a pas forcément été toute belle, toute rose pour toi dans ta vie. Les appréhensions, elles sont là et tu as peur, quelque part de manière sous-jacente, de revivre ce que tu as Oui, vécu de Thomas? difficile. Oui, bien sûr. Mais t'as peur, tu te projettes en fait en te disant mais je suis pas capable, je vais pas y arriver, je ne vais pas comprendre là, que ce soit l'anglais ou les maths, hein, parce que le point commun entre les deux, c'est que ce sont deux langages bien, bien spécifiques. Tout à fait. Euh, Mais c'est important je pense que dans des stades de sa vie, c'est important de se remettre dans cette position-là. Tu vois, moi, là, j'ai entamé une nouvelle formation pas plus tard que ce matin. Et quand on m'a demandé mes motivations, bah, j'ai écrit, j'ai dit, je veux me remettre dans une position d'apprenant, dans une discipline dans laquelle je suis pas bonne. Parce que je veux me remettre dans cette position pour voir est-ce que les personnes vont aller plus vite que moi, est-ce que ça va être facile, intuitif pour eux, est-ce que on va venir me chercher, est-ce qu'on va venir m'attendre, est-ce que finalement je vais pas me révéler comme moi je pense que je suis nulle, mais au final peut-être que j'ai des compétences inattendues. Et ça, pour le coup, ça c'est ce que j'ai toujours adoré moi dans la relation à l'élève, que ce soit alors, en primaire, là, c'est encore plus extraordinaire et facile parce qu'en fait, le champ des possibles est encore tellement ouvert. C'est tellement des petites pâtes à modeler dans cette période d'âge que quand tu les lances et tu les mets en confiance et tu les attrapes quelque part, ils te font tellement confiance qu'après, ils peuvent exploser dans plein, 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 plein de choses différentes. Et ça, c'est voilà, c'est très intéressant. Mais après, les ados ont leur blocage. En général, on fait appel en seconde, première, terminale. C'est c'est parce que aussi, ils sont à un moment de leur vie où il y a tellement de choses qui changent. hmm, Il y a eux qui changent, il y a leur confiance qui chute, et en plus, ils sont dans des zones où finalement, ça devient plus difficile pour la première fois de leur vie, donc ils perdent encore plus confiance. Donc en fait, euh, là, on joue sur des choses aussi où le but de prendre des cours, c'est aussi de se rassurer, puis de se reconstruire, se redonner confiance pour ensuite réexploser, repartir et tout ça. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir la transformation des élèves. Souvent, les ados, pour ça, c'est du bonheur. Mais les adultes aussi, c'est redonner le déclic, redonner l'envie, remettre en confiance pour ensuite euh, partir, continuer, faire d'autres cours, approfondir encore plus, essayer des postes où il y a de l'anglais et tout ça. Je trouve ça, j'adore. ouais, carrément. C'est ce que je disais en intro. Ça fait partie des questions que je me pose, hein, sur ce rapport qu'on a en France notamment à l'apprentissage de la langue et sur le rapport qu'on peut avoir à l'échec, Ah, au fait de se planter, et puis à la propre représentation qu'on a de nos capacités en comparaison de celle des autres, de ce qu'on imagine être un niveau standard ou minimum pour pouvoir faire ceci ou faire cela. Et c'est vachement complexant en fait. Ça c'est très génère énormément de complexant, c'est complexes. très complexant, et c'est là où pour moi, en fait, et les maths et l'anglais n'ont pas du tout le même statut à l'école. Et on n'a pas le même regard, mais on n'a pas du tout les mêmes types d'enseignants non plus. Et c'est là où
C'est là où moi, ça m'a intéressé d'agir concrètement, on va dire, isolément pour des élèves, les remettre dans les rails, les remettre en confiance, les remettre dans tout. Parce que euh, on a vis-à-vis des maths une posture où si t'es pas bon en maths, t'es bon en rien. Et, euh, et en même temps, on a des profs, bon, peut-être je m'attirais des foudres parmi, mais moi, je vois les élèves en difficulté. Ils me racontent ce qu'ils font avec leurs profs. Je me dis, mais c'est lunaire! Mais moi aussi, je pèterais un plomb si j'étais toi. Moi aussi, je pèterais un plomb. On passe 3 heures sur un devoir maison qui fait 25 pages et ton prof, il fait quoi? Tu lui as rendu? Ah oui, il a pris tous les trucs, il les a mis à la poubelle, il a fait, ah, ça vous aura fait un bon entraînement. Ouf. Ok, et là, ok, ok, bon, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce que tu as fait en cours aujourd'hui? Ah bah je sais pas, on a gratté pendant 2 heures, il n'y avait pas un exemple, on a copié du cours pendant 2 heures. Ah ouais, ok, bon. Voilà, donc en fait, tu vois, les maths, il y a une espèce de complexe de supériorité de certains profs, je ne dis pas de tout le monde, mais qui s'amusent à montrer à leurs élèves qu'ils en savent plus qu'eux, ok? Contrairement, alors en anglais, où le problème pour moi, c'est pas du tout ça, le problème de l'anglais, c'est que tu arrives, il faut écrire. Mais après, tu vas dire, on a des prononciations dégueulasses en anglais. Mais oui, mais passe un an à faire de l'écrit, passe un an à faire de l'anglais sans jamais rien écrire, et tu verras qu'on n'aura pas du tout les mêmes choses. Voilà. Or, nous, t'arrives, premier jour, t'écris la date. Et après, tu dis, ah, on prononce mal, Wednesday, on n'arrive pas trop. Ben, voilà. Donc, Oui. Tu l'as jamais dit, tu l'as jamais entendu. T'es resté sur une représentation théorique et puis avec tes propres systèmes de référence, hein, et c'est ça. Puis tu t'essaies de lire en français de l'anglais, ça marche pas. Tu essaies de te raccrocher. T'as peur de mémoriser. On ne fait pas travailler la mémorisation. Alors que finalement, avec le chant, moi, finalement, alors ça, c'est peut-être ma chance aussi. C'était que comme en enseignant l'anglais à des maternelles, clairement, ils ne savent pas écrire. Tout va bien. Donc, on passe par la chanson, la mémorisation. Mais Hmm. quand tu passes à l'élémentaire, normalement, quand tu es normalement constitué, en CP, CE1, CE2, ils apprennent à écrire du français. Donc, tu ne leur fais pas apprendre à écrire de l'anglais non plus. Donc, pareil, que de la mémorisation. Et après, les traces écrites, c'était sous forme de dessin, sous forme de... je leur ai redonné les partitions des chansons avec les paroles pour qu'ils puissent, quand ils seront grands, comme moi, re-regarder leur cahier s'ils l'ont pas foutu à la poubelle et se dire, ah ouais, je savais chanter ça, j'ai l'air, je peux le refaire, je peux le reproduire, voilà. Et finalement, moi, c'était ma chance, c'était de me dire, on va on passera jamais par l'écrit, pas avec des petites étiquettes de temps en temps pour associer des mots vaguement, voilà. Mais par contre, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oral et on aura de quoi faire, on aura de quoi jouer ensemble, on aura de quoi chanter, on aura de quoi interagir, on va pouvoir jouer à Simon Says, on va pouvoir, enfin, tu vois, et c'était vivant et c'était cool. Enfin, moi, Hmm. j'ai kiffé. Et je Bah, pense qu'on kiffé aussi. je pense que c'est hyper important dans les stratégies d'apprentissage. À partir du moment où il n'y a pas une dimension émotionnelle, Ah, émotionnelle et ou sensorielle, c'est ça. ça s'ancre de manière beaucoup plus difficile dans la mémoire à long terme. Bien sûr, bien sûr. Et pour ça, la musique, c'est magique. Et c'est là où je me suis rendu compte que je rassurais mes adultes. C'est-à-dire que quand on allait chercher euh, mes tubes des années 80, qui sont ma ref, mais qui sont ma ref commune, finalement, avec beaucoup de mes apprenants, en fait, il y avait ce lien émotionnel qui se tissait entre nous. Et ça change notre rapport aussi. Le fait d'avoir fait des choses en musique, ça change nous, notre complicité, ce tube, tu l'aimes, je l'aime, ah mais ça me rappelle, et ah mais tiens, mais là, t'as écouté dans cette parole-là, ah non, j'avais jamais fait attention, et voilà. Et clairement, enfin, moi, j'essaie de contrebalancer l'émotion négative liée au trauma du j'ai honte de parler, j'y arrive pas, je sais pas, on prend plaisir, tu essaies de t'enregistrer. Tu peux enregistrer sans chanter si tu n'as pas envie de chanter parce que je comprends que voilà, ça soit dur de chanter, machin. Mais enregistre-toi en parlant, enregistre-toi en scandant, en mimant le rythme et
pour apprendre le phrasé, pour apprendre la prononciation, écoute-toi parler ce que tu vas et recompare à l'original, vois si c'est bien les mêmes sons que tu entends. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que du coup, euh, l'oreille n'est pas bien faite, puisqu'on est directement passé à l'écrit, on a fait nos yeux au lieu de nos oreilles. Et comme l'oreille n'est pas bien faite, euh, les personnes arrivent en disant, mais moi, je comprends pas l'anglais, mais en fait, c'est juste que j'ai pas fait attention qu'il y avait des sons différents. Hmm. Et j'entends des trucs, mais je ne sais pas découper les sons, je sais pas, voilà, je sais pas faire ça. Mais par exemple, j'ai jamais fait attention que dans le son H, quand je vois un H, je prononce H, et en anglais, c'est pas H. H, Hmm. c'est hashtag, c'est H, et dedans, j'ai E, I, T, Ch. C'est pas H, c'est pas H, c'est H. Waouh, 4 sons à l'intérieur. Et donc, du coup, le fait de rééduquer ça, en fait, on Hmm. rééduque l'oreille. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis let's listen, parce que pour moi, ça passe par l'oreille. Et c'est l'oreille qui te fait mémoriser. C'est la chanson que tu as mis 3 milliards de fois, que tu connais par cœur, qui t'entraîne, qui te fait mémoriser. Et comme ça, ben, ça reste, quoi. Ça infuse. Mais c'est vachement, ça résonne vachement là ce que tu es en train de dire. Bah, parce que justement, moi, mon rapport à l'anglais, comme je le disais en intro aussi, c'était bon, bah, les cours, les classiques et tout. Puis c'est surtout passé par des jeux vidéo. Alors je me souviens à l'adolescence, hein, c'était GTA, et puis c'était Age of Empires que j'avais en version semi-traduite à l'arrache. Donc il y avait des passages qui étaient écrits en anglais. Pas mal de jeux aussi où la traduction écrite était en français, mais euh, les sons restaient en anglais, tu vois. Et en tout cas, aujourd'hui encore, je sais que j'ai cette très grosse difficulté à l'oral en anglais. C'est-à-dire que quand j'entends un truc en anglais, une chanson, par exemple, tu parlais tout à l'heure des paroles de chansons, etc. Moi, une chanson, si je l'entends, même si je l'entends plusieurs fois et tout, il y a des trucs, tu vois, dans ma tête, je vais dire, ah oui, ça, c'est ça. Mais je le vois dans ma manière de procéder, j'écris le mot dans ma tête. Par contre, alors, à l'écrit en anglais, j'ai quasiment zéro difficulté. Je comprends quasiment tout ce que tu me mets à l'écrit. Mais à l'oral, je galère. Et d'ailleurs, bah, une chanson, tu vois, je suis obligé d'aller chercher les paroles. Si je veux savoir vraiment de quoi ça parle, il faut que j'aille chercher les paroles et que je les lise pour que mon cerveau y mette du sens. Ben, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que, bah, tu vois, cet exercice-là, moi, je l'ai fait des milliards de fois parce que j'avais pas les paroles. Donc, en fait, j'écoutais et j'essayais d'écrire Mm. pour essayer d'avoir du sens après coup et de me dire, OK, ça marche pas, qu'est-ce qu'il dit pas, et j'ai des zones d'ombre et je comprends pas. Et en espérant un jour trouver les paroles parce que tu vois, il fallait que je me dise, allez, cet été, il faut que j'aille chercher les paroles dans les magazines, les vieux trucs, tout ça, pour essayer de récupérer mes paroles et comparer a posteriori avec ce que j'avais fait. Mais c'est un exercice qui est très intéressant de transcrire ce que tu entends. Parce que parfois, tu te rends compte que tu n'entends pas tout, ou que tu entends mal, ou que ça ne fait pas de sens, tu vois? Et par exemple, il y a un truc qui est tout bête, mais dans, dans mes formations, souvent, je prends j'adore la partie question-réponse, en fait. Moi, mon challenge, c'est conversation fluide. Ça veut dire, je te dis n'importe quelle question, tu me réponds, quoi qu'il arrive. D'accord? Et le première étape, c'est moi qui pose les questions. Et évidemment, après, j'ai des recueils issus de différents tests pour avoir des accents différents et où tu n'as pas de contexte. Donc, comme tu n'as aucun contexte, tu dois te raccrocher aux mots. Par exemple, il y a un audio, à chaque fois, ça dit Who called? Et la plupart, on va dire, 80% bug. Ils me disent j'ai compris who, ok, et j'ai compris cold. Je dis ok, d'accord, et who cold, ça veut dire quoi? Ben, who, ça veut dire qui, et cold, ça veut dire froid. Donc du coup, je comprends pas. Je dis bah ouais, oui, c'est vrai, ça n'a aucun sens. Mais ça veut dire autre chose aussi, to call. Ah! Et en fait, c'est juste.
qu'ils ont, voilà, ils ont pas fait lire, ils ont parfois entendu, mais ils l'ont mis dans d'autres mots, du coup, ça Mm. n'a pas de sens. Et il faut remettre en cause la grammaire derrière pour dire, bon, ok, d'accord, c'est juste phonétiquement, ça ne veut rien dire. Il est où le bug? Tu vois? Et ça c'est un exercice, clairement, moi, je le demande à tous mes élèves, surtout ceux qui vont passer le TOEIC, ils le savent. Tu prends des podcasts, mes chouchous, c'est les podcasts de news, et tu transcris. C'est le premier truc à faire. T'écris ce que t'entends. Ça prend du temps, mais ça t'apprend tellement de choses sur ce que tu... Voilà. Et si tu fais les mêmes choses avec les chansons, bah, tu verras que la mémorisation aussi, hein. Ah, parce que tu l'auras écouté, non pas. Parce qu'en fait, le fait de transcrire, tu ne l'écoutes pas qu'une fois, c'est très rare. Tu l'écoutes une deuxième fois, une troisième fois, après, tu réécoutes la phrase en entier, après le morceau pour combler les... Donc en fait, tu fais de la multi-écoute, forcément, ça rentre et t'entends mieux. Oui, et puis t'écoutes pas juste pour écouter, juste pour le plaisir, juste Voilà. pour passer le temps, t'écoutes Alors, avec un objectif derrière. voilà, et c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as dit un choix de mots très intéressant. Tu m'as dit quand j'entends une chanson, je mets des mots, machin. Et moi, j'avais envie de te dire, mais t'entends une chanson ou t'écoutes une chanson? C'est pas du tout la même chose. Exactement. Voilà, et en fait, le truc, c'est que c'est ça. Il y a des fois, euh, euh, on entend, mais on n'écoute pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi le Let's Listen pour être bien attentif, bien écouter ce qui se passe et de voilà, et de mettre euh, l'intention qu'on a envie d'y mettre. Est-ce que j'ai Mm. envie de comprendre 70% de ce que j'entends? Est-ce que j'ai envie de comprendre 100% de ce que j'entends? Est-ce que j'ai envie d'avoir chopé trois mots nouveaux que je connaissais pas dans cette chanson? Tu vois, enfin, tu y mets l'intention que tu veux y mettre en fonction de ton objectif. Il y a Clairement. des fois, voilà, c'est un challenge de speaking pour parler aussi vite que la chanson. Là, si tu veux faire du Eminem ou l'autre challenge que j'avais fait. Non, mais il y a des fois, c'est vraiment ça. On n'est plus sur les tongue twisters, mais on est sur juste de l'élocution et du phrasé. Et voilà, ça peut être de la mémorisation et ça peut être juste le plaisir de se challenger. Est-ce que j'ai tout bien compris à ce qui est dit? Même dans les chansons, tu peux te challenger facile, hein. Ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et alors, comment est-ce que tu bosses exactement? C'est-à-dire que, alors moi, ce que j'ai compris, c'est que tu proposais de l'accompagnement, que ce soit pour les ados, que ce soit pour les adultes, en maths et sur l'anglais. Alors, j'ai entendu qu'il y avait aussi pas mal euh, d'actions de formation. Alors, on va dire plus pour des pros, là, hein, que ce soit des structures, des universités, tout ce dont tu nous parlais. Lorsque tu te présentais, mais en one-one. Là, si je prends un accompagnement, la méthode French, par Bah, Jeanne Lesnoff, qu'est-ce qui va se passer? À quoi va je se passer m'attends en fait? concrètement? Bah déjà, on va définir ensemble un objectif, parce que si on n'a pas d'objectif, je ne sais pas où on va aller. Sachant que l'objectif peut varier à mesure de l'accompagnement. D'accord? Il y a des personnes qui m'ont dit, par exemple, mon objectif, c'est me préparer à un entretien d'embauche. Parce que c'est un objectif que j'adore, c'est clair, c'est défini, on sait qu'on va y passer entre 3 heures et 7 heures, tu vois? Mhm. Me préparer à un entretien d'embauche. Bah, finalement, l'entretien d'embauche, il est un peu avancé. Au bout des 4 heures, j'ai eu mon entretien d'embauche, c'est bon. Bah, faudrait me préparer maintenant à ce qui va se passer derrière, parce que maintenant, c'est bon. Bon, bah, ok, je suis capable de m'adapter. Mais souvent, j'ai un objectif défini. Est-ce qu'on va travailler the fluency, donc le fait de faire la conversation sur tout et n'importe quoi, tu vois? Est-ce qu'on va travailler l'anglais business, parce que tu veux du vocabulaire, que tu sais faire ton job en français, mais tu sais pas le faire en anglais? Est-ce que, par exemple, tu veux te préparer à un salon et que tu sais que tu vas avoir des intervenants étrangers et tu veux être capable de te pitcher, de parler de ce que tu fais, de ton site web, savoir poser des questions, avoir le vocabulaire pour dire je vous envoie une facture, un devis, enfin, tu vois, donc de l'anglais business. Est-ce que tu veux te préparer à un concours? Et par exemple, c'est ton TOEIC, objectif 785 au TOEIC, tu pars de où? Tu pars de 400. OK. Donc moi, c'est quoi ton objectif? Tu pars d'où en théorie?
Niveau, j'ai pas parlé depuis le collège. Niveau, bah, ouais, je baragouine, voilà. Ou niveau, non, non, j'ai même des gens qui... J'ai un anglais théorique magnifique. J'ai niveau C1 en théorie, mais je sais pas parler anglais. Parce que tu sais, quand tu m'as dit tout à l'heure, Mhm. moi, je suis très bon à l'écrit, mais je sais pas parler à l'oral. Donc, j'ai des personnes qui se présentent comme ça en disant, j'ai un score TOEIC à 900, mais je suis incapable de tenir une conversation en anglais. Incroyable. Donc, voilà. Donc, notre objectif, notre niveau de départ, mon job à moi, c'est d'imaginer le chemin par lequel je vais te faire passer pour aller du point de départ à l'arrivée. Donc, j'organise mon parcours pédagogique parce que ça, c'est la base d'une formation, n'est-ce pas? J'organise mon parcours pédagogique, je sais où on va passer, j'imagine les étapes et au fur et à mesure, bah, je réajuste. Donc, on refait ensemble une petite évaluation au départ où je te challenge un petit peu pour... Moi, mon but, c'est mon credo, quelle que soit la matière, hein, finalement, c'est une base solide, saine. Et en fonction de cette base saine et solide, après, on peut rayonner comme on veut. Il n'y a pas de problème. On est en confiance, on peut interagir, on peut rayonner comme on veut. Donc, soit la base solide, je la check vite fait pour m'assurer que tu sais compter, que tu sais prononcer ton mail, quand on te donne des nombres, tu ne te trompes pas, que tu sais donner l'heure, enfin, tu vois, la base, que tu sais poser des questions, que tu sais répondre à des questions. Voilà. Et puis après, en fonction de ça, bah écoute, on décline et vers ton objectif. Donc, en fait, chaque formation, elle est un peu sur mesure parce que chacun a son univers de prédilection. Dedans, je me sers de fiches que je fais, je me sers de musique, oui, je me sers de cartoon, je me sers... En fait, pour moi, tout est prétexte à apprendre. Il n'y a pas de limite. Il y a pas de... Comment dire? C'est quoi la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Tout le truc d'Edouard Baird. Moi, je crois qu'il n'y a pas de mauvais. Tu vois, dans Astérix. Ouais, Voilà, c'est exactement. ça. Pour moi, il n'y a pas de mauvais support. Je peux te prendre un cartoon pour te faire de l'anglais très, très sérieux, niveau C1, comme je peux prendre une chanson pour dédramatiser, te faire mémoriser. La plupart du temps, je fais mes propres fiches, mais j'ai des déclencheurs, j'ai des vidéos qui sont hilarantes et excellentes, faites par des gens brillants, que j'aurais aimé être aussi brillante que ça pour trouver cette originalité là-dedans. Et je me nourris du travail des autres, de leurs vidéos, qui m'inspirent pas, qui sont disponibles, et donc je peux m'en servir comme support de cours pour aller encore plus loin. Et le but, c'est que derrière, ben, on sente du progrès, de l'interaction. J'essaie de m'assurer à la fin de chaque cours qu'on a progressé, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez progressé? Est-ce que vous avez appris des choses? Et est-ce que vous avez passé un bon moment? Parce que moi, si je fais des formations 8 heures par jour et que je me fais chier, c'est dur. Ouais, tu m'étonnes. Donc, en fait, le plaisir, il doit être réciproque. Moi, je vis pour mes apprenants, c'est-à-dire que vraiment, je les accompagne sur des tranches de vie. J'ai conscience que c'est des moments difficiles. J'ai conscience que, ils payent. Mm. J'ai conscience qu'ils y consacrent du temps. Alors, plus ou moins sérieusement, mais j'ai conscience de ça. Et moi, je pense à eux tout le temps. Et c'est bon signe d'ailleurs quand je pense à eux tout le temps, c'est que justement, ils me donnent envie de faire des choses pour eux, de faire encore mieux, de faire Mm. encore mieux, encore plus fort. Et en fait, j'ai hâte de les retrouver. J'ai hâte de leur présenter qu'est-ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui. Cette séance, elle est juste pour vous. C'est vous qui me l'avez demandé. C'est vous qui m'avez fait penser. Et en fonction, bah voilà, j'adapte, je crée, je recrée, pour qu'à la fin, on soit content de notre objectif. Donc, je travaille sur un espace virtuel où tout le monde a ses... il n'y a pas d'échange de mails en fait. Tout se passe sur l'espace virtuel, les fiches de cours, les enregistrements audio, les vidéos. Des fois, je fais des vidéos explicatives pour corriger quelque chose parce que j'aime bien la vidéo, c'est plus sympa qu'un texto. Donc, je fais des vidéos explicatives de correction ou tout simplement, ben, on est disponible par texto, par WhatsApp. Voilà, jusqu'au prochain cours, on a hâte de se retrouver.
Et donc, du coup, tu fais des séances de quoi, 1 heure Alors, en général, mes séances, alors sauf cas particulier que je vais t'évoquer, mais mes séances, c'est des séances individuelles de 1 heure, où on est ensemble. Sur cette séance, au fur et à mesure de ce qu'on fait, de ce qu'on accomplit, c'est dans ton espace virtuel à toi. Et après, tu vas avoir du travail interséance. Si la séance a été difficile, par exemple, c'est des règles de grammaire qui étaient nouvelles, qui ne semblent pas fluides, qui ne semblent pas naturelles, en gros, tu vas avoir le même en couleur. Ça, c'est la version maths, tu vois, c'est la prof de maths qui. Le même en couleur à faire pour la prochaine fois, pour renforcer, pour créer de la routine, pour voilà, mémoriser, créer de la routine, rassurer. Tu vas avoir des audios à faire parce que on ne peut pas être courant en anglais en se disant je prends un cours tous les 15 jours. Et quoi? Tu fais quoi le reste du temps? Hmm. Non, si tu veux bosser, il faut bosser un peu tous les jours. Donc, moi, je crois vraiment, et c'est pour ça que j'avais lancé ce format de capsule au départ sur LinkedIn, moi, je crois vraiment à 10 minutes par jour, 15 minutes par jour. Je pense que c'est possible de progresser comme ça. Mais si on se dit, je veux faire que 10 minutes par jour, à ce moment-là, il faut vraiment s'y tenir, il faut avancer, il faut avoir une progression. Tu vois? Mais en général, les personnes qui prennent des heures avec moi, elles prennent 1 heure pour qu'on ait notre rendez-vous, on fasse, et derrière, elles renforcent. Ou Hmm. elles découvrent, si jamais je leur dis ah, vous m'avez fait penser à ça, je vous le mets comme vidéo de la méthode Fretch à regarder pour la prochaine fois, on en parlera, on en discutera. Elles préparent pour la prochaine fois. Il y a des personnes qui me demandent des cours spécifiques en disant, bah, par exemple, là, j'ai rien compris sur les cas de conditionnels. Ça venait des masters, pas plus tard qu'hier. Ouais, là, j'ai rien compris les cas de conditionnels. Bouge pas. Ok, je te fais un cours sur mesure, les 4 conditionnels. Dans 1 heure, tu sauras absolument les 4 conditionnels, quand tu les utilises, pourquoi, comment, tous tes QCM, ils passeront. Oui ou non? Oui, c'est bon, ça y est, c'est automatisé. Voilà, donc moi, ma zone de prédilection et de génie, c'est aussi en fait, de savoir faire un parcours sans friction Hmm. pour que les choses qui te posent problème à toi et qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux des autres, on puisse travailler dessus, tu te sens progresser, tu te sens en confiance. Et voilà, sachant qu'après, je vais aussi dédramatiser. Et là, en anglais, j'ai pas le même discours qu'en maths, mais en anglais, si ce que tu dis, c'est pas 100% parfait, c'est pas grave. En anglais, parler, c'est mieux que pas parler. Il vaut mieux parler et faire des petites erreurs qu'éventuellement on va travailler, bien évidemment, que d'être figé et de pas ouvrir la parole. Si tu ouvres pas la bouche, que tu me dis rien, j'ai rien à faire. Je disais, c'est pas pareil en maths, mais si. Des fois en maths, je dis, écris quelque chose, version brouillon, et on part de là. Et en fonction, on rajoute la transition, le morceau de cours, on voit si tu es allé dans la bonne direction ou pas, ou voilà. Mais toujours produire, c'est mieux que de rien produire. Ah bah oui, clairement. Donc, en général, c'est ça, le cours plus des petits devoirs à faire. Et là, je teste un programme de plus en plus. Là, j'ai testé ce programme à la fac l'année dernière et qui a très bien marché. Je fais du blended, c'est-à-dire que je combine le e-learning et la visio. Et en fait, les élèves ont leur programme à faire sur la semaine. Il est timé, c'est 20 minutes tous les jours. Ils ont J1, J2, J3, J4, J5, J6. Ils ont un break à J7 parce qu'on se voit. Et à J7, on débrief. Et en fonction, je réponds aux questions et j'apporte des choses différentes. C'est-à-dire que là, j'apporte la séance qui va permettre d'avoir un autre regard sur ce qu'on vient de faire et de le remettre en question Hmm. le challenger, être sûr que c'est compris. Moi, mon but, c'est d'apporter aussi des éclairages différents pour être sûr que ce que tu as dans ta tête et que ta grammaire, elle tient la route, elle est tout terrain, elle n'est pas juste que dans un contexte. Ça va être important pour eux, par exemple, leur TOEIC et leur QCM. Voilà. Donc, je teste des formules comme ça, qui pour le coup ont très bien marché la première année. Je croise les doigts et je les embrasse pour la deuxième année, puisqu'ils auront leur concours le 30. Mais j'aime bien le blended. J'aime beaucoup le blended. Le fait de dire, tu vas à ton rythme et on fait des checkpoints. Je suis là, je suis avec toi. Si tu as besoin de moi, je suis là, mais essaie d'avancer un peu tout seul. Hmm. Parce que tout seul, l'avantage, alors surtout que moi, mes capsules, c'est beaucoup des vidéos, hein, tu imagines, je suis très à l'aise avec ce format. Et donc, du coup, l'avantage d'une vidéo, c'est que tu peux la regarder plusieurs fois. Tu peux Hmm. faire à ton rythme.
tu veux te remettre en question et recommencer depuis le début pour voir si tu as mieux compris, si tu vas plus vite, tout ça, tu peux le faire. Donc, c'est intéressant de fonctionner comme ça aussi. Ouais, et puis de toute façon, tout travail qui est fait, en tout cas travail dans le sens où il faut qu'il y ait une progression, ça nécessite d'y revenir sur la durée, petit à petit, mais que ça soit, enfin, tu vas apprendre à faire de la musique, ok, très bien, tu veux jouer de la guitare, pas de souci. Si tu attends d'avoir ta demi-heure de cours à l'école de musique du coin toutes les semaines et que tu ne te contentes que de ça, ça Ça marche pas. n'avancera pas, ça n'avancera pas. Bien sûr. On est J'ai fait, d'accord. j'ai fait 2 ans et demi de thérapie cognitivo-comportementale et je pense que ce qui a vraiment marché avec ma psy, c'est justement qu'elle me donnait des exercices à faire entre les séances. Elle Bien me sûr. le disait, le travail sur soi, c'est comme n'importe quel travail où tu vas apprendre à concevoir les choses différemment, à avoir une pratique différente, à ancrer des habitudes différentes. Si c'est un rendez-vous par semaine, un rendez-vous toutes les 2 semaines, voire un rendez-vous par mois, et que tu attends que ça change tout du jour au lendemain, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si entre-temps, je te dis, bon, bah ok, on a abordé cette question, là, ce rapport au comportement, à la compulsivité, etc. Et d'ici la prochaine séance, voilà ce qu'il va falloir faire pour prendre du recul et pour ancrer des nouvelles habitudes, mais ça change complètement la donne. Et bien sûr, alors moi, le parallèle que je fais souvent avec mes élèves pour leur montrer que ils ont besoin, alors surtout pour les élèves qui vont passer le TOEIC, où je leur dis qu'ils ont besoin de se nourrir d'anglais. Donc ça vient comme ça, en fait, en disant, vous allez avoir un listening and reading. Je leur démontre que le listening nourrit le reading et le reading nourrit le listening aussi. En fait, c'est un cercle vertueux à partir du moment où tu prends conscience que tout est sujet à apprendre, que quand même tu travailles du listening, tu peux apprendre des règles de grammaire cachées dans les questions, dans les réponses, que en fait tu vas te nourrir et tu travailles à 360 degrés. Et mon job, c'est leur montrer à quel point tout est dans tout et réciproquement. C'est vertigineux, mais j'adore cette phrase. Et bah, je leur dis, bon, vous devez vous nourrir d'anglais un peu tous les jours. Et je leur dis, mais c'est comme le sport. Enfin, vous pouvez pas. C'est comme l'alimentation, c'est comme le sport. Vous pouvez pas dire, je vais manger un jour dans la semaine et je vais manger toute ma nourriture de la semaine et je vais le faire le dimanche. Et après, je mange pas lundi, je mange pas le mardi, je mange pas mercredi, je mange pas jeudi, vendredi, samedi et je ne fais que manger le dimanche. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que c'est sain en tout cas. C'est pareil pour le sport. Tu peux pas dire, je fais une séance, le lundi, je fais 6 heures de sport et après, je ne fais rien de la semaine. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, euh, si on veut avoir un rapport sain à son apprentissage de la langue, il faut comprendre que ça va demander des efforts, évidemment. Ça va prendre du temps, évidemment, mais ça peut être super agréable. Ça peut être une source de satisfaction et de plaisir immense, que ça prend du temps, qu'on est toujours perfectible. Alors, il faut être très humble là-dessus. On apprend un langage, on est toujours perfectible. Mais tu apprends un instrument, tu trouveras meilleur que toi. Et il y a des génies, ok? Il y a des génies qui apprennent un instrument en 2 mois, bien sûr, et qui jouent à des niveaux exceptionnels. Mais il y a des génies partout. Mais l'apprentissage de la langue, moi, je suis très humble, hein, et là-dessus, je ne suis pas anglaise. Je ne suis pas américaine. Je suis une pauvre petite Frenchie. D'accord? Ça, c'est très clair. Je suis perfectible. C'est pas parce que j'ai eu 495 et 495 au TOEIC que je pense que je suis absolument bilingue. J'ai des zones d'ombre, j'ai des choses où je suis moins avancée que d'autres. Moi, en fait, là-dessus, c'est certainement mon bagage scientifique qui m'aide. J'ai conscience que je ne suis pas parfaite et que je ne connais pas tout à tout. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, je suis toujours ouverte à apprendre et à progresser et à me nourrir. Et c'est pour ça que j'attends aussi, grâce à la musique et grâce à ce qui se passe, en fait, on se nourrit mutuellement avec mes apprenants. En fait, ils m'apprennent des nouvelles chansons sur lesquelles je serais jamais allée. Ils m'apprennent des difficultés aussi que ben, j'avais pas. Donc, en fait, je pouvais pas avoir conscience que c'est difficile parce que
pour moi, c'était facile. Donc, du coup, je me nourris aussi de leurs incertitudes et de leurs échecs pour m'améliorer moi en tant que pédagogue et en tant que Mm. professeur. Mais la première fois, il y a 5 ans, la première fois où on m'a dit, mais pourquoi tu prononces ED de 3 façons différentes comment on fait? J'étais là, bah, je sais pas, c'est naturel en fait. Attends, comment on fait? Il faut que Bah, je je sais pas, je me déconstruise. suis jamais posé la question, moi. C'est marrant, comment? Laisse-moi y réfléchir et je te fais un cours la semaine prochaine. Et du coup, j'ai creusé et je suis arrivée à faire mon cours par rapport à ça. Mais souvent, c'est ça en fait qui se passe, c'est que il y a des fois, pour moi, c'est normal, c'est naturel. Je mets le goût, l'envie, la facilité et en fait, je me nourris. C'est pour ça que j'adore les niveaux débutants parce qu'ils ont des façons de penser qui sont différentes. Et du coup, ils ont des questions qui sont très hyper intéressantes. Hyper intéressantes. Et là où est ma force à moi, et ça pour le coup, on me l'a souvent dit, c'est que finalement, ma force, c'est d'être française. Et ma force, c'est mes explications à moi. Ce que je te disais, euh, c'est simplex. C'est mes explications à moi. Et souvent, là, récemment, il y a une élève qui m'a dit, alors souvent j'entends, ah mais c'est facile en fait. Ça, j'adore. Ça, c'est me nourrit. Et récemment, j'ai une élève qui m'a dit, non mais moi, je viens de passer 15 heures de formation à, je tairai le nom, avec un prof anglais. Il ne m'avait jamais expliqué ça comme ça. Je n'avais jamais compris le truc. Et en fait, bah finalement, moi, ma force, c'est d'avoir eu tellement tous les niveaux et tous les degrés de difficulté que finalement, ben, les explications, elles viennent bah, parce qu'on m'a posé souvent la question et que j'ai réfléchi dessus, j'ai pris le temps. Je suis un peu multicouche aussi, hein, comme je t'ai dit, je suis très humble par rapport à ça. Je prends le temps, je réfléchis, je vais chercher, je vais m'auto-challenger pour pousser le raisonnement le plus loin possible, après le rendre fluide et accessible, si ça se trouve en découpant par niveau aussi, parce qu'on n'a pas toujours accès à l'information la plus difficile au premier abord, il faut avoir parcouru un peu de chemin pour être apte à recevoir des informations peut-être un peu plus difficiles. Et, euh, et voilà. Mais Ah, c'est c'est marrant ce que tu dis là parce que en fait, quelque part, ta force, c'est alors comme tu dis, hein, d'être française, donc de pas avoir les évidences, on va dire, qu'une personne qui pratique la langue depuis sa naissance peut avoir. Mais en plus de ça, il y a le côté de l'autodidaxie, c'est-à-dire que tu t'es fait toi-même dans ton ouais, rapport à l'anglais. Et donc, il y a cette capacité de déconstruire ses propres chemins de pensée, ses propres fonctionnements pour dire, mais attends, comment moi j'ai fait pour en arriver là? Souvent des chemins qui sont inconscients, hein. Le cerveau, il travaille, il fait son boulot, il a pas besoin de t'attendre que tu aies compris exactement comment ça avait fonctionné pour arriver jusque-là. Mais en tout cas, quand tu dois, a posteriori, redéconstruire ce truc-là, ben, comme tu l'as déjà fait, ça c'est un chemin que tu as déjà parcouru, tu es capable de le faire à l'envers. Alors ça peut te demander de l'effort, mais tu es capable de le faire. Et moi, ce que je trouve hyper important là-dedans, c'est que bah, aujourd'hui encore, le fait d'être autodidacte crée des freins, alors professionnels, n'en parlons pas. Oui, tu as un diplôme pour pouvoir prétendre à ce poste, etc. Mais sur la légitimité des uns et des autres, à proposer quelque chose en disant, mais non, mais j'ai appris par moi-même, donc c'était facile. Si j'ai été capable de le faire, tout le monde peut le faire. Grosse connerie. Mais en plus de ça, bah, qui suis-je? Quelle légitimité, quelle validation extérieure ai-je pour pouvoir te proposer de t'apprendre quelque chose? Enfin, tu vois, il y a tout un faisceau de questions biaisées un peu à la con, là, qui viennent dire que si tu as appris par toi-même, si tu as fait par toi-même, tu n'es pas légitime à expliquer aux autres. Et puis on est dans une société où de manière systémique, hein, on te dit si t'as pas le petit papier pour entériner tes compétences, c'est que t'es pas compétent. Euh, et moi je trouve ça aberrant en fait parce que je trouve vraiment que les meilleurs pédagogues que j'ai rencontrés, et je bosse dans la formation, dans la transmission ouais, j'ai fait toute ma carrière pro là-dedans quasiment, les meilleurs pédagogues,
sont les personnes qui ont elles-mêmes vécu euh, hors théorie dans la pratique et qui ont tiré des enseignements de leur pratique, de leur cheminement, de leur réflexion et qui sont capables de les retransmettre comme ça et sans dire, bah oui, mais A plus B égale C parce que on m'a dit que A plus B est égal à C et c'est comme ça, point. Et surtout que là, on peut se dire, oui, mais alors est-ce que c'est tout le temps vrai que A plus B est égal à C? Et tu vois, moi, j'aime bien, je pousse très très loin. Et là où je te rejoins, c'est que euh, la facilité, alors d'abord, il y a plusieurs choses dedans. C'est que la facilité n'est pas gage de pédagogie. Plus c'est facile pour nous, plus c'est intuitif, et c'est pas forcément facile à expliquer. Donc là-dedans, justement, il faut pas croire que tous les gens qui sont très très doués dans une matière sont capables d'expliquer Hmm. les choses. Donc la pédagogie, c'est un truc à part entière et à la limite, c'est carrément un autre talent, en fait. Il y a la connaissance et la transmission de la connaissance. C'est deux choses qui n'ont rien à voir et certains en manquent cruellement. Et après, il y a effectivement des choses parfois que tu fais de façon très intuitive. En tout cas, moi, c'est le cas. Je fais des choses de façon très intuitive, mais je n'ai pas forcément les bons mots pour dire pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Je le fais ça parce que ça me paraît naturel ou parce que ça me paraît fluide ou parce que je sens que c'est comme ça que ça passe bien le message et voilà, j'ai ces intuitions-là, mais j'ai pas forcément voilà, les bons mots pour faire des fiches pour dire mon action, elle est comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est voilà, c'est naturel. Et ça, c'est pas évident parce qu'effectivement, en termes de légitimité, bah, c'est vrai que tu as raison. On demande beaucoup de papiers, on demande beaucoup de justifications et bon, ça permet parfois, ça évite des charlatans d'exercer, c'est plutôt bien. Euh, Après, moi, je suis par la preuve, je suis par la preuve par le test, en fait, tout simplement. Tu as des gens qui n'ont pas de diplôme qui sont hyper pédagogues. Tu as des gens qui ont foiré le concours, qui sont capables d'être merveilleux en classe. Bon, à ce moment-là, il faut remettre en question le concours. Euh, D'accord. t'as des gens qui ont des instincts comment on dit, des instincts de vie, des instincts de communication, des instincts. Tu as des gens qui ont l'intelligence de la relation, l'intelligence de la, tout ça. Et, et c'est vrai que moi, je suis persuadée que, voilà, on a tous nos zones de génie, on a tous nos zones de prédilection, et là-dessus, il suffirait qu'on se connecte les uns aux autres et le monde serait tellement formidable et tellement génial parce que c'est vertigineux. Alors, autant la connaissance est vertigineuse, autant les relations sont aussi vertigineuses et l'intelligence de chacun, pour moi, est précieuse et vertigineuse aussi. Donc, Hmm. voilà. Ouais, mais ce que tu dis sur le fait que la connaissance et la transmission de la connaissance sont deux choses très différentes, ça ne peut que faire écho en moi. Je me souviens, bon, tu parles de maths, t'en connais quelque chose. Quand j'ai passé mon bac en terminale, en première et en terminale, on avait un prof, c'était un pur génie des maths. Il était vraiment, hein, c'était un génie mathématique. Mais en termes de transmission, Catastrophe. zéro. J'étais le seul dans ma classe qui comprenait ce qu'il disait. Mais Ouais, ouais. parce que j'ai cette affinité avec les mathématiques aussi. Mais à tel point que je me suis retrouvé à avoir la proviseure du lycée qui m'a filé les clés d'une salle pour que je coach mes potes de classe pour le bac Mais oui, sur les maths. mais j'en connais des comme ça. Quand je te disais tout à l'heure que j'avais des profs que personnellement, j'aimerais que les élèves parfois aient le droit de faire des retours sur les profs parce que il y a des profs qui se foutent de leur gueule, il y a des profs qui les traumatisent Hmm. réellement. Et de temps en temps, moi j'en ai un, hein, je suis beaucoup de ces élèves depuis un paquet de temps. Ces élèves viennent me trouver directement. J'ai une source d'improvisation. C'est quand ils ont ce prof, ils viennent me voir. Euh, Lui, je leur dis, c'est pas un méchant déjà. Prenez-le, c'est agréable. C'est pas un méchant.
mais il est trop passionné en fait. Il se perd dans les détails et puis en fait tu lui poses une question et il part loin. Il voit pas le temps passer, il a perdu toute la classe et après il fait jamais le programme en temps et en heure, il fait jamais les exos parce qu'il part dans ces trucs. Mais c'est pas un méchant, c'est pas un incompétent, c'est juste pas un pédagogue. Voilà. Mm, Donc mm. Ouais. mais c'est aussi pour contrebalancer certaines personnes qui pensent que parce qu'elles ont des diplômes, ils peuvent regarder de haut les profs et qui disent ah, mais c'est facile, hein, Ah, mais c'est quand même pas compliqué d'enseigner à des enfants de 7 ans. Ah non, mais vas-y, va prendre une classe. On en... Allez! Bah, il y a, il y Voilà. a- il y a eu la réforme récemment, hein, enfin récemment, je dis récemment, merde, c'était il y a 10 ans, de l'accès au Ah, au concours concours, bien sûr. pour être Mais professeur des écoles. Moi, je me suis retrouvé, c'était une période de ma vie où je me demandais si j'allais pas passer ce concours-là. Pour avoir une stabilité professionnelle, etc. Mais j'avais pas j'avais plus du coup les prérequis pour intégrer, ne serait enfin, pour m'inscrire au concours. Alors, j'ai eu aucun regret là-dessus, hein. Mes parents ont été professeurs des écoles toute leur vie. Voilà, je sais ce que c'est à l'intérieur et je ne me berçais pas non plus d'illusions. Mais à un moment, le système en est venu à dire non, non, mais pour pouvoir transmettre de la connaissance, il faut avoir un socle de connaissances, mais comme ça. non, mais c'est ça qui me faisait marrer en fait, c'est que on disait il faut avoir un socle de connaissances comme ça ou être maman de 3 enfants. Donc, en fait, c'est quoi le critère? J'ai pas bien compris. Donc, effectivement, ça, moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Le seul truc que je peux dire, c'est que, bon, tu sais que l'image des profs en France, elle n'est pas brillante. Des professeurs des écoles, pas toujours plus. Euh, Clairement, des fois, il y a des papas, des mamans qui sont cadres sup, qui se permettent de dire des choses aux profs sur comment ils devraient faire en classe et tout ça. Bon, moi, j'avoue, en fait, comme ça n'a pas été mon premier métier, d'abord, j'avais l'assurance d'être déjà bac plus 10, donc je me disais, en termes de connaissances, il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser avec moi, en fait. Donc, en fait, je me sentais assez légitime sur l'état de mes connaissances. Et en plus, du coup, comme j'avais pas non plus 18 ans, 19 ans, j'avais déjà beaucoup plus, j'avais déjà 30 ans. Finalement, les parents, moi, ils m'ont jamais trop embêté en pensant que j'étais déjà dans le circuit depuis très 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 Mm. longtemps, alors qu'en fait, je sortais des bancs de l'école, tu vois. Enfin, de l'école de l'IBFM. Mais parfois, j'ai trouvé que c'était pas évident, cette histoire de diplôme et de légitimité, tu vois, que quand les médecins te disent, oh, vous devriez faire comme ça en cours. Ah bon? Je vous dis Ouais. comment vous devez faire avec vos patients. Bon, voilà. Bon, mais c'est pas général. Moi, globalement, je me suis pas sentie, je m- personnellement, je me suis pas sentie remise en cause là-dessus, ni sur ma légitimité, ni sur mon truc. Le seul truc qui fait qu'on se remet en question aujourd'hui en tant que formateur et formatrice, c'est c'est qu'on va nous dire, ah mais oui, mais il y a des gens qui font ça pour 20 euros de l'heure. Bah, allez les voir. Voilà. Allez voir et faites la différence sur la qualité de rendu. Bah oui, mais ça c'est valable même pour les cours particuliers, tu vois. On va dire à les cours particuliers, ah bah oui, mais moi j'ai un étudiant, il vient à la maison pour 15 euros de l'heure. Mais prenez l'étudiant, vous allez lui sauver ses études, et grâce à vous, il va manger il va s'alléger sa vie. Mais par contre, l'étudiant, il n'a pas 10 ans de recul sur, euh, sur les exercices. Il connaît pas le prof de votre établissement, il a pas il sait pas juger le prof en disant à lui, il va faire ça à la prochaine évaluation, je le sens bien, il est comme ça, il est comme ça. Il est probable que, voilà, moi j'ai reconnu que votre fils, la dernière fois, il avait une évaluation qu'il avait sortie il y a 3 ans, donc je vais aller chercher mon stock d'il y a 3 ans et je pense qu'on va, je pense qu'on va capitaliser sur la fois prochaine et qu'on aura une bonne surprise. Ou tout simplement, il ne sait pas trier ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Parce que moi, je suis capable de dire, si vous voulez, votre année de première, on l'a fait en 3 semaines, hein. Vous faites 3 semaines de stage, 1 heure et demie par jour pendant 3 semaines, et on fait l'année de la première, hein, il n'y a pas de problème. On ne sera pas pollué par.
les autres apprentissages, on ne sera pas pollué par la difficulté, le truc, le machin. Je le fais, enfin, je le fais souvent, hein. Je le fais pour la préparation du bac. En 15 jours, on peut préparer le bac et se remettre à fond dedans. Je le fais pour préparer les années, les stages de pré-rentrée quand l'année de la seconde, la première a été difficile pour bien démarrer l'année et être Mm. sûr que l'année d'avant, elle est comprise, elle est claire et mettre dans la bonne énergie directement de la rentrée, parce que parfois les rentrées, c'est un peu violent. Et puis finalement, voilà, je le fais aussi finalement en anglais pour dire, OK, on peut trier ça, ça c'est pas important, ça c'est pas important. Qu'est-ce qu'on garde de plus important pour se lancer selon votre objectif, dans votre conversation, dans votre entretien d'embauche, tout ça. Faire le tri, Dernière petite question, parce on va arriver à la incroyable. T'en limite. vas-y. C'était une des questions que je me posais dans l'introduction de l'épisode. Est-ce que tu as une explication sur le fait qu'en France, par rapport à l'anglais, on soit aussi, aussi mauvais, entre guillemets, sans forcément mettre de jugement de valeur, mais en comparaison aux Ah oui, bien autres sûr. Ah bah, pays tu peux comparer, européens, etc. Enfin, il y a un problème systémique là, hein, je suis d'accord. en France sur l'apprentissage de l'anglais. Est-ce que c'est parce que la langue française en elle-même est déjà hyper compliquée, avec toutes ces règles, ces contre-règles, ces exceptions, ces trucs, ces machins? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres facteurs systémiques, sociétaux? Il y a juste que soit il y a un problème de chauvinisme, où on pense que notre langue, elle est tellement plus belle que les autres, tellement plus dure qu'on n'a pas envie de faire l'effort pour les autres. Mais justement, les autres langues, elles sont plus faciles, donc a priori, ça devrait être facile. Je pense qu'il y a un vrai problème de pédagogie à l'école. Normalement, c'est en train d'évoluer, puisque même moi, dans ma génération de professeurs des écoles, on commençait l'anglais dès la maternelle. Donc, c'est en train d'évoluer, mais je pense que le problème vient vraiment de la façon dont on enseigne l'anglais, du rapport à l'écrit, du rapport à l'erreur, et aussi un truc très, très particulier à la France, c'est que c'est de l'effort que ça demande. Et dans l'effort, il y a deux choses. Si tu fais pas l'effort de bien parler avec le bon accent, en fait, tu es critiqué parce que tu fais pas d'effort et tu as un accent Frenchy dégueulasse. Et en même temps, si tu fais l'effort de super bien prononcer, on se fout de ta gueule parce qu'en fait, tu te la pètes. Donc en fait, on est dans les deux trucs. Si jamais tu es trop bon, tu es critiqué. Si jamais tu pas assez bon, tu es critiqué. En termes juste d'accent. Hmm. Et donc, en fait, ça, c'est très bizarre. Ça, effectivement, ça ne donne pas envie de parler. Ça n'aide pas à se lancer et à essayer. L'esprit critique là-dessus, il est assez délicat. Alors que pour moi, tu peux avoir un accent français à couper au couteau et être parfait sur ta grammaire. De fait, on t'entend très très bien. Et après, tu peux t'orienter sur j'aimerais casser mon accent Frenchy, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai un accent Frenchy et avoir un phrasé plus fluide et plus compréhensible et tout ça. Mais pour moi, à partir du moment où tu t'exprimes clairement, que tu fais pas des gros contresens et que ouais, tu es capable de parler à n'importe qui de n'importe quoi, ben on devrait dire bravo quoi. Et même si tu mimes un peu, même si t'as pas les bons mots, pour moi, à partir du moment où tu fais pas où tu fais l'effort de le faire en anglais et pas en rajoutant du français tout le temps, parce que ça c'est un truc que je supporte pas par contre. Ça j'aime pas du tout quand on dit oh you know it's like a livre and, non 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 non. Cherche un petit peu, trouve-moi un autre moyen de le faire, essaie de rester en anglais. Euh, donc j'aimerais juste qu'on revoie ouais, la façon dont on apprend l'anglais à l'école, qu'on joue plus. Je comprends qu'il faille des programmes parce que c'est difficile à quantifier la conversation, c'est difficile, mais j'ai l'impression que les attentes de l'école ne sont pas du tout en adéquation avec les besoins de communiquer que l'on a vraiment. Est-ce qu'on a vraiment besoin de quantifier? Moi, c'est vraiment une question que, qui revient régulièrement, hein. Pareil Ouais, en formation, dans des projets, par rapport à l'éducation. Est-ce qu'on a vraiment
Ça rassure pas mal de monde, hein. C'est cet héritage pythagoricien de tout chiffrer, de tout quantifier. Mais en a-t-on réellement besoin de... enfin, j'en ai fait des langues étrangères étant gamin. J'ai fait allemand LV1 et anglais LV2. Et ben, notamment sur l'allemand, mais ça aurait été pareil, je pense, dans n'importe quelle autre langue, hein. Comme on n'était pas très nombreux, c'était notre section germanique qui avait le droit de partir en séjour d'immersion linguistique. Jamais je n'ai autant appris Ouais. que ces moments-là. Et on pouvait partir 5 jours en Allemagne. Moi, la dernière nuit qu'on passait là-bas, et même 2 nuits après être revenu en France, je rêvais en allemand. Et voilà, mais ça c'est vrai. Alors le truc c'est que c'est extraordinaire de pouvoir faire ça. C'est pas dans toutes les bourses, dans toutes les possibilités. Le voyage en immersion, l'immersion, c'est ce qu'il y a de mieux, forcément. Mais moi je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est se forcer à le faire en fait, tout simplement. Parce que là, même sans partir en voyage en immersion, si toi, tu devais switcher l'interview en anglais, si tu devais raconter ta journée en anglais, si tu devais t'occuper de tes enfants, de qu'est-ce que tu vas raconter dans ta journée en anglais, ben, rien que ça te forcerait en fait. Clairement. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que on se dit, bah, je le fais que quand j'en ai urgemment besoin. Mais qu'est-ce que un peu comme ton instrument. Est-ce que tu joues pour le plaisir? Est-ce que tu essaies de temps en temps? Est-ce que tu t'entends un truc à la radio et tu te dis, tiens, j'ai envie de le jouer? Euh, et ben, c'est un peu pareil. Est-ce que tu attends juste de devoir parler pour parler? Est-ce que tu regardes tes films? Alors, on peut ouvrir le débat sur est-ce que tu regardes tes films en VO, sous-titré français, sous-titré anglais? Est-ce que tu le regardes? Pourquoi tu les regardes? Pour bosser ou pour chiller? Parce que si tu chill et que tu mets des sous-titres en français, pour moi, ça sert à que dalle. Si tu bosses et que tu mets tes sous-titres en anglais, à ce moment-là, ça sert vachement, mais tu tiendras jamais 1 heure et demie parce qu'il faut pas se faire d'illusions. Enfin, c'est juste ça, tu vois. C'est, c'est, est-ce que tu te donnes les moyens au quotidien? Et souvent, j'ai l'impression que les objectifs de classe sont très éloignés. Alors, ça fait des prétextes pour parler de certaines choses, mais c'est à la fois des compétences transversales avec l'histoire, peut-être, avec la culture, mais en fait, c'est très éloigné du concret que tu as besoin, dont tu as besoin, Ouais. en fait. Tu De ce vois. dont on a réellement besoin dans la pratique concrète de la langue et de la matière, quelle qu'elle soit, hein. Quelle qu'elle soit, tant qu'on est sur quelque chose de beaucoup trop abstrait, on n'a pas on n'arrive pas à mettre de sens et donc à trouver l'intérêt de le mémoriser, de l'inscrire dans la mémoire à long terme et de créer des chemins neuronaux pour aller rechercher l'information derrière. Exactement. Donc, il faut être dans son contexte, son envie, son besoin et c'est en ça où, enfin, je suis désolée, mais Duolingo, c'est bien. Voilà, tu as ton truc, ton machin, tu as ton système de récompense, ton alerte, tu y vas tous les jours. Nan, 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 nan. Sur ce truc-là, pas de problème, mais tu apprends des trucs qui te servent pas, en fait. Mm. Toi, ce que tu veux, c'est des trucs qui te servent à toi, dans ta vie, à toi, de tous les jours. C'est tes objectifs que tu veux servir. Donc, c'est ton vocabulaire dont tu as besoin, c'est ta grammaire dont tu as besoin, et elle peut varier si tu accueilles un client à l'étranger ou si toi, tu pars en vacances et que tu veux pouvoir communiquer avec tout le monde. C'est pas du tout les mêmes objectifs. Mm. Clairement. Donc, voilà. Ma chère Jeanne, nous arrivons à la fin du temps réglementaire. Merci infiniment, j'ai passé un moment incroyable avec toi. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont autant kiffé cet échange que, que Je moi les je ai l'ai pas kiffé. perdus! Mais je suis très optimiste là-dessus. Vous qui nous écoutez, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le liker, le partager. Vous trouverez autour toutes les informations nécessaires pour retrouver Jeanne sur Internet, pour pouvoir faire appel à elle. Vous l'avez bien compris,
Elle s'adapte aux personnalités, aux besoins de chacun et chacune. Vous pouvez faire quelques heures de visio avec elle pour vous remettre à niveau avant de partir en voyage cet été. C'est le bon moment. Il y en a qui travaillent leur summer body, ce qui n'est pas mon Exact. cas. Il y en a, il y en a My d'autres. summer English, on va appeler ça. Exactement, exactement, le summer language pour pouvoir vadrouiller en toute liberté cet été. Merci infiniment, Jeanne. Un plaisir et un honneur. Merci à toi. On reste en relation. Il y a plein Bien d'autres sûr. sujets qu'on pourrait aborder et j'espère qu'on aura l'occasion de se refaire un épisode. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a plein de petites idées qui commencent à germer en tête sur, Ah, sur des choses qu'on pourrait faire ensemble. plus d'idées, j'adore ça. J'adore ça. Les idées qui donnent des idées, j'adore. Merci beaucoup. En attendant, prenez tous et toutes soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Terra Incognita. Bye bye. Terra Incognita, c'est fini pour aujourd'hui.